On va démarrer tout de suite ce nouveau focus puisqu'on a quelques petites minutes de retard au démarrage. Donc bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Inès Edel Garcia, je suis journaliste, rédactrice en chef adjointe du média Cadre de Ville et donc j'ai le plaisir d'animer ce matin ce deuxième focus de l'amphithéâtre Lavoisier consacré donc au recul du trait de côte et au développement des territoires littoraux avec cette question: quels nouveaux équilibres à horizon 2100. C'est vrai que les territoires littoraux sont en première ligne d'un certain nombre de risques climatiques, à commencer par le risque de submersion marine, accentué par l'élévation du niveau de la mer et la plus forte fréquence des tempêtes, et puis par le risque d'érosion côtière, le recul du trait de côte, qui menace effectivement les biens, les infrastructures situées sur le littoral. Et donc, la question qu'on se pose là ce matin, c'est comment repenser le territoire en intégrant donc tous ces risques climatiques. Et on voit sur le terrain qu'un certain nombre de collectivités sont déjà à pied d'œuvre pour anticiper ces risques, à travers notamment des stratégies de relocalisation, recomposition, repli, c'est un peu selon, pour aussi mettre à l'abri les populations, les mettre en sécurité et puis garantir l'habitabilité des territoires. Alors donc on a choisi pour vous ce matin 3 exemples, 3 projets que nous allons donc vous présenter et qui vont vous permettre de voir différentes facettes de cette même problématique, donc liée à l'érosion côtière et à la submersion marine. Alors on est en duplex, je ne sais pas s'il nous entend, avec Laurent Pinon, donc directeur de Métamorphose urbaine. On va aller à Miquelon, où le village donc, est menacé par la montée des eaux et où il y a un vrai projet de relocalisation du village à 1,5 km du village actuel, avec d'ores et déjà des actions d'urgence qui sont mises en œuvre sur le terrain. Et la particularité, voilà, c'est qu'on avance pas à pas et sans aménageurs et sans EPF. Donc c'est une particularité assez intéressante sur laquelle on reviendra. On va parler d'accepter l'incertitude, comme on en a parlé ce matin lors de la plénière d'ouverture, et puis d'attachement au territoire. Vous verrez, c'est un point qui ressort souvent. Ensuite, on entendra Alexandre Bouton, fondateur d'Urbanact. Nous allons partir donc à Sète, dans le sud de la France, en région Occitanie, où un PPA trait de côte a été mis en place, avec l'idée de sensibiliser à la fois les élus, la population, grâce aussi à tout un travail de cartographie, à finalement ce qui les attend sur le territoire à court, moyen et long terme, avec un fort risque dans nos amont. Et puis enfin, on terminera donc avec Noémie Condomine, qui est chargée de développement à l'EPF des Hauts-de-France, l'établissement public foncier. Et nous reviendrons donc sur une étude prospective qui a été réalisée il y a quelques temps pour étudier la faisabilité financière d'une foncière littorale pour acquérir à la fois des biens menacés par le recul du trait de côte et puis acquérir aussi des sites de repli. Voilà, donc on va voir 3 échelles de territoires différentes, des projets qui sont à des maturités différentes, des projets plus en amont, d'autres plus en aval, plus avancés, et puis toute une palette d'outils qui est mobilisée pour faire face à ce risque auquel sont confrontés donc, les territoires littoraux. Voilà, on va démarrer tout de suite avec Laurent Pinon, donc, qui est en duplex de la Réunion. Bonjour Laurent, et donc qui va nous présenter le projet de reterritorialisation du village de Miquelon. Je rappelle que vous avez donc 12 minutes de présentation et qu'ensuite on prendra les questions sur 8 minutes environ. Voilà. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de pouvoir partager ce projet au nom de la commune de Miquelon-Langlade, qui consiste en une déterritorialisation du village actuel et sa reterritorialisation sur un site en effet à 1,5 km. Et on va parler d'un village de 600 habitants, d'une temporalité qui est celle de 2100. Et donc on est à la fois sur le très court terme, et c'est la gestion de l'urgence, et en même temps la grande prospective.
Alors l'urgence d'agir, vous le voyez, le village est à 2-3 mètres au-dessus du niveau de la mer est de part et d'autre. Et donc la question de l'aléa et du risque, eh bien, on la retrouve et elle va apparaître sur l'écran. Euh, L'histoire, on va dire, de ce projet commence finalement en 2014. C'est l'élaboration d'un document de protection, hein, le PPRL, le plan de prévention des risques littoraux, puisque là, on est dans un risque de submersion marine, qui qualifie l'aléa et qui vient qualifier le risque sur 100% du village. Vous le voyez sur les cartes, 100% du village devient exposé à cette situation-là. Ce document, évidemment, qualifie, mais ne propose pas de stratégie. Et donc, les habitants voient dans ce document finalement une contrainte au développement, puisque aucun autre espace n'avait été prévu pour l'envisager. Cette question n'avait pas été posée, et donc les habitants manifestent eux-mêmes, 200 habitants sur les 600, qui se mobilisent et qui viennent, vous le voyez sur la photo, eh bien, signifier que leur avenir se trouve au sud du pont, au sud de leur village, sur un foncier qu'ils ont vu comme un lieu possible de développement. Cette mobilisation citoyenne, eh bien, elle se poursuit à travers des élus qui, in extremis, eh bien, constituent une liste pour ce village. Et donc, ensuite, eux se mobilisent et sollicitent l'État, notamment la démarche d'atelier des territoires que la DGALN propose pour engager une réflexion. Et ça, c'est le point de départ. On va dire que le risque était identifié avant. Quand on habite au bord de la mer à Miquelon, on en est conscient. Mais par contre, la question de pouvoir continuer à se développer avec ce risque-là n'avait pas été prise en compte. Et donc, la stratégie qui s'est développée progressivement de déterritorialisation et de reterritorialisation, eh bien, on va le voir sur les cartes. À gauche, vous avez le village actuel sur l'isthme avec l'ensemble des fonctions quasiment d'une ville moyenne, puisqu'on retrouve une usine de pêche, un port, un aérodrome, une usine EDF, une déchetterie. En tout cas, on a énormément de fonctions qui ne sont pas celles qu'on peut trouver habituellement pour un village de 600 habitants. Et une zone, la zone verte que vous voyez au sud, qui est celle sur laquelle eh bien, on a pu identifier le développement du nouveau village. À échéance 2100, eh bien, le village actuel sera entièrement renaturé. On conservera des fonctions agricoles, en tout cas on pourra toujours les conserver, mais la majorité des fonctions urbaines, elles, se seront déplacées au sud du village. Et ce principe de 2100 est important, c'est-à-dire que 2100, ça permet à des jeunes ménages qui avaient juste 20 ans quand on a commencé à travailler, eh bien, de se projeter dans le village actuel et de ne pas être forcés tant que l'exposition au risque le permet. Donc on est sur un processus qui à la fois haletant, on est sur cet horizon lointain de 2100, et en même temps il faut agir tout de suite parce que le risque est imminent. Et cette stratégie-là, eh bien, elle est devenue un laboratoire, c'est assumé localement qu'on est un laboratoire de la recomposition spatiale, parce que relocaliser 100% des fonctions d'un village, eh bien, forcément, ça pose énormément de questions pour l'ensemble des partenaires. Ce qu'il est important de souligner, c'est qu'on s'inscrit finalement dans une histoire d'implantation urbaine sur Miquelon, c'est-à-dire que c'est la phrase qu'un archéologue avait prononcée en voyant le projet. Il disait vous allez partir de Miquelon, le village actuel, pour aller à Miquelon, qui sera le nouveau village. Et puis en fait, comme il y a des traces d'urbanisation en chemin, eh bien, vous passerez par le Miquelon d'hier. Et finalement, Miquelon, ce n'est pas simplement le village, c'est l'ensemble de l'île. Et c'est là où, en effet, on touche à la question de l'attachement, et à un attachement qui est beaucoup plus fort à une terre qu'à celle d'un village ou d'une maison. Et le point là-dessus, c'est que la stratégie foncière et programmatique, eh bien, elle concerne l'ensemble des fonctions. Donc, il a fallu trouver des solutions pour l'habitat, pour l'activité, pour les équipements publics, pour les infrastructures de réseau. Et donc, on est obligé de se poser ces questions-là dès maintenant. L'autre point à souligner, c'est qu'on est sur deux recompositions spatiales. À la fois la reterritorialisation sur un nouveau site, donc comment on crée ce nouveau village, et puis comment on renature progressivement le village actuel. Et finalement, la figure qu'on pose à long terme, elle est presque facile parce qu'elle est caricaturale et elle se pose à très long terme.
Ce qui aujourd'hui occupe les esprits, c'est la transition. Comment pouvoir assurer une transition qui fasse qu'il est aussi agréable d'habiter le nouveau village en cours de constitution que le village actuel qui progressivement va voir ses maisons se déconstruire. Et donc forcément, ça touche la question du respect de la mémoire, de l'histoire d'un territoire. Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qui fait patrimoine? Est-ce que déplacer une maison, alors c'est la caricature, mais est-ce que déplacer les matériaux de construction, ça y contribue? Qu'est-ce qu'on conserve sur le village actuel? Donc forcément, on a ce sujet-là qui n'est absolument pas tranché d'ailleurs et qui se poursuit, mais qui se pose. Et puis l'autre point laboratoire intéressant, c'est que les ménages autoconstruisent leurs maisons. Quasiment la totalité des maisons ont été construites par les habitants eux-mêmes. Donc on est forcément sur un patrimoine immatériel de l'autoconstruction et donc qu'on peut accompagner. Et enfin, le laboratoire de la déconstruction et du réemploi qui, à l'échelle d'un village entier, pose évidemment des enjeux de masse, de massification de ces outils-là. Pour parvenir à mettre en place ce projet, eh bien, il faut nécessairement une démarche partenariale. Cette démarche partenariale, elle a émergé très vite, c'est-à-dire que l'atelier des territoires a conduit à évidemment une première stratégie, mais une stratégie montée en un an, ça ne fait pas projet. Donc il y a eu cette charte d'engagement des partenaires qui a permis de rassurer les habitants sur le fait qu'on ne resterait pas sur une étude, mais qu'il y aurait bien un engagement à agir. Et aujourd'hui, on a une particularité, c'est que la maîtrise d'ouvrage, c'est la commune de Miquelon-Langlade. Et aujourd'hui, elle porte en régie ce projet, l'ensemble de ce projet, à la fois le développement du nouveau village, mais également la déconstruction, la renaturation du village actuel. On a pu être aidé par un peu d'ingénierie, donc notamment un chef de projet adaptation au changement climatique, et puis ce partenariat, collectivité territoriale, préfecture, et puis l'État, puisqu'aujourd'hui on a plusieurs ministères qui sont impliqués, et puis des soutiens de la Banque des territoires. Et sur les AMO qu'on peut représenter, là elle reste assez classique, mais peut-être souligner, on va dire, un trio de conception urbaine, mais aussi la présence d'une géographe spécialiste des milieux insulaires, Anne Solange Munis, qui, elle, a en charge toute la partie conception, concertation, et puis l'atelier Zéro Carbone Architecte, qui est plus en lien avec les ménages pionniers sur l'autoconstruction. Et ce point-là, eh bien, c'est la co-conception comme méthode de projet. Depuis le départ, la commande politique a été de co-concevoir ce projet. Et ça a été depuis même la question. Lorsqu'on est arrivé sur ce projet, c'était quel devenir pour le village de Miquelon, sans avoir d'idée préconçue. Et c'est l'ensemble des acteurs qui ont contribué à trouver la réponse programmatique, stratégique et même spatiale, puisque tout le monde a pu tenir le crayon de ce projet. Et ça a été un point, en tout cas, important sur lequel on pourra revenir. Et peut-être souligner que ce processus-là, très itératif, eh bien, en seulement 3 ans, là, cet été, on a pu inaugurer les premières constructions des ménages pionniers. Donc, on est passé de début 2022 à mi-2025 d'un flou sur le devenir d'un territoire aux premières constructions qui engagent l'avenir de ce projet. Et en même temps, en parallèle, on continue d'élaborer le plan guide et la stratégie d'ensemble. Donc, tout se fait en parallèle et ça, c'est vraiment un des points clés de ce projet. Dans les points de retour d'expérience, l'accompagnement des habitants est fondamental. C'est-à-dire qu'ils sont au cœur de ce projet. C'est eux qui font le village. Et sur ce projet, le fait que ce territoire ait accès au fonds Barnier, évidemment, facilite les choses. Malgré tout, il a fallu créer des conditions locales d'accès au fonds Barnier. Et il a fallu rendre des parcelles attractives. C'est-à-dire que engager une reterritorialisation pour des habitants qui habitent depuis toujours sur ce village, eh bien, ça ne s'est pas fait tout de suite. Mais là, on a eu une résilience totale au déplacement de ces habitants qui ont, dans leur histoire urbaine, eh bien, ce qu'on a appelé les grands dérangements. Au moment des guerres franco-anglaises, voilà, 7 fois les habitants ont dû quitter leur île et 7 fois ils y sont revenus. Et aujourd'hui, on va dire que c'est devenu quelque chose, c'est leur expérience d'habitat d'un territoire. Et donc ce point-là d'accompagnement des habitants est vraiment la clé, en essayant de répondre au maximum à leurs questions et les accompagner progressivement. L'autre point, c'est que cette reterritorialisation, elle ne se fait pas comme on urbanise aujourd'hui. Et donc, il y a nécessairement les enjeux de transition écologique qui s'appliquent, d'emprise finie pour le village, d'aménagement frugal, première station d'assainissement du territoire,
envisager les compensations des constructions qui sont thermiquement plus performantes, et puis cette métamorphose de ce territoire, de l'orchestrer progressivement. Et l'autre point à retenir, c'est cette question de capitalisation et de valorisation. La presse et les médias ont été immédiatement mis en place pour acter chacune des étapes. Même lorsqu'on était dans des étapes de questionnement, avec des flous d'engagement, eh bien, on a pu communiquer sur le projet. Il y a des reportages qui sont venus témoigner de ce qui se passait, et puis un livre qu'on a pu éditer sur le sujet. La reproductibilité, eh bien, elle est sur la co-construction. Cette méthode de projet, elle est essentielle. C'est faire avec le territoire pour le territoire. C'est placer l'intérêt public avant l'intérêt du projet et c'est de cheminer ensemble. Ce point-là, il a commencé en 2022 et il se poursuit toujours. Et c'est une véritable attente pour ce projet. L'autre point, c'est l'accompagnement continu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les partenaires, que ce soit la DETAM, donc, qui représente l'État localement, la préfecture, les ministères sont là pour apporter des réponses à chacune des étapes. Et on est sur des mêmes équipes qui se poursuivent et qui accompagnent les habitants. L'autre point, la prospective, évidemment, on a le temps de s'adapter et ça c'est assez fort, c'est-à-dire qu'en prenant cette décision rapidement d'agir pour la reterritorialisation du village, d'une certaine manière, on a gagné du temps et ce temps nous permet de continuer à réfléchir, à adapter le projet. Et ça, c'est vraiment l'atout des élus et des habitants localement, c'est d'avoir immédiatement plongé dans un projet dans lequel ils n'avaient pas toutes les réponses, mais de continuer à se mettre dans ce schéma-là. Et obtenir l'engagement des partenaires, ça aussi, l'obtenir dès le départ, mais continuer à se le renouveler, ça c'est important. Voilà. On revient sur le territoire tous les 3 mois, et tous les 3 mois, d'une certaine manière, on revalide collectivement l'engagement à agir. Et la valorisation, j'en ai parlé précédemment. L'autre point important, c'est la question d'observatoire territorial. C'est-à-dire que poser un projet à échéance 2100, ça suppose quand même tenir des jalons. Et donc, la question de l'évaluation, là aussi, est au fondement de la démarche. Dès le départ, on l'a posé, poursuivre la transition foncière, poursuivre les points clés de la charte d'engagement. Et les premiers retours faits sur le projet, c'est qu'on a des ménages pionniers qui sont en constante augmentation. Au début, on pensait avoir 10 ménages intéressés par une reterritorialisation. On a une liste aujourd'hui d'une 50aine de ménages qui ont officiellement posé leur intérêt à ce reterritorialisation à court ou moyen terme. Donc c'est un véritable succès et ça se poursuit encore. Et aujourd'hui, malgré l'urgence, eh bien, l'engagement politique qui était d'avoir des premières constructions livrées avant la fin du mandat, eh bien, c'est un pari qui a été tenu grâce à l'ensemble des acteurs qui se sont mis en situation d'y parvenir. Et comme quoi, l'urgence, répondre à l'urgence tout en se maintenant des marges de manœuvre pour le long terme, eh bien, ça a été possible sur Miquelon. Et dans nos prochaines étapes pour la suite, eh bien, c'est la poursuite de notre phase 1. Donc, on a toujours des constructions de ménages pionniers. On a un concours sur un équipement refuge, un peu comme au Prêcheur où on a l'école qui fait refuge. Eh bien, à Miquelon, c'est le centre d'incendie secours et la salle des fêtes qui sont les premiers équipements relocalisés qui feront office d'équipement refuge. Une délégation préfectorale. En parallèle, eh bien, la révision des documents d'urbanisme pour stabiliser dans le temps le grand projet. Les premières renaturations grâce aux déconstructions liées au fonds Barnier. La mise en place d'une ressourcerie, recyclerie pour justement le réemploi. Et puis des réflexions autour du patrimoine, l'église, le cimetière notamment. Et puis sur la suite, la phase 2, voilà, la phase 1 est lancée. Donc on attaque la phase 2 avec plus de 70 parcelles, des zones d'équipement qui vont se préfigurer. Merci. Voilà pour. Merci beaucoup Laurent Pinon pour cette présentation. Peut-être laisser la parole à la salle s'il y a des questions en réaction à cette présentation donc, sur l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Un micro va circuler. C'est important de parler dans le micro pour que Laurent puisse vous entendre. Bonjour, Benoît Zeller, je travaille à l'ANRU sur de la transformation d'autres types de territoires. Je voudrais quelques précisions sur les échelles de temps dont vous nous parlez.
Peut-être j'ai pas tout saisi dans votre présentation. J'entends bien cet horizon à 2100, ce processus qui a démarré finalement assez rapidement. Et donc, voilà, comment ça se séquence dans les 5, 10, 15, 20 ans à venir, peut-être à échelle où on se projette plus facilement. On sait que voilà, la production humaine, elle se fait souvent sur le quotidien, les 2, 3, 5 années qui viennent. Là, un horizon à 2100, comment c'est appréhendé aussi par les habitants et comment le projet va se séquencer entre maintenant et cet horizon 2100. Alors, 2100, c'est l'horizon temporel qui a été posé dans le plan de prévention des risques littoraux. C'est l'échéance à laquelle il ne sera plus possible d'habiter sereinement sur le village. C'est évidemment un horizon qui, malheureusement, devrait se rapprocher de plus en plus. À très court terme, on va dire que notre phase 1, aujourd'hui, qui a commencé cet été, devrait être livrée dans les 2 ans. C'est-à-dire que la viabilisation est faite cette année et on a 15 parcelles qui sont déjà toutes soit vendues, soit louées, puisqu'on a un dispositif de bail qui était mis en place. La phase 2, elle, est à l'échelle d'un mandat. Donc on a les 6 prochaines années qui sont plus ou moins sous contrôle et on est sur un rythme de 15 parcelles livrées par an. Mais aujourd'hui, notre visibilité, alors une visibilité très pragmatique, hein, financière, on en est encore au plan de financement de la phase 2. Donc on avance vraiment en marchant sur ce sujet et on a une visibilité, on va dire, à 6 ans. Et le plan guide, lui, permettra d'ouvrir progressivement des phases, mais sans qu'on sache concrètement à quelle temporalité, puisqu'on dépend de la volonté des habitants à vouloir se relocaliser. D'autres questions dans la salle? Oui, devant. Oui, Florent Garneau, le DG de la SPL Lyon-Perdieu. Je voulais juste vous demander si vous pouviez apporter quelques compléments d'information sur le modèle financier, parce que c'est une figure d'aménagement laboratoire, vous l'avez dit, après un événement dramatique. Mais au fond, il n'est pas complètement certain qu'à l'horizon 2100, nous n'ayons pas sur les littoraux ouest et sud méditerranéens de la France les mêmes questions. Du coup, comprendre des modèles dès maintenant, y compris sous cet enjeu financier, nous aide à voir l'avenir, quoi. Alors, sur le financement, on va dire que sur la phase 1 et phase 2, on est sur un financement alors de subvention pour un village de 600 habitants. Clairement, on n'a pas le financement nécessaire, ou en tout cas, on pioche dans les lignes classiques du projet d'aménagement. Mais au-delà de ça, je pense que ce qui est intéressant dans Miquelon, c'est une forme d'écriture comptable qui est intéressante, c'est-à-dire qu'on est sur une reterritorialisation de 100% d'un village qui, de toute façon, aurait dû refaire ses voiries, refaire ses réseaux, refaire sa station de production d'eau potable. Et donc, on est presque dans une avance de ces investissements qui étaient prévus, on va dire, à une autre échelle de temps. Eh bien, d'une certaine manière, on l'écrit de cette façon-là pour le nouveau village. C'est-à-dire que la relocalisation, finalement, c'est anticiper le réaménagement qu'on aurait dû faire dans le village actuel. Et on est sur une sorte d'équilibre, c'est-à-dire que le nouveau village, à long terme, aura le même nombre de mètres linéaires de voirie qu'aujourd'hui. Donc on est sur une écriture qui, d'une certaine manière, neutralise en partie certains coûts. Après, c'est des questions évidemment d'avance de trésorerie pour cela. Mais on va dire que sur ce schéma-là, il y a une écriture intéressante liée à la reterritorialisation. L'autre point, c'est évidemment l'aide du fonds Barnier, sans lequel, aujourd'hui, on ne serait pas en capacité d'engager ce projet-là. Et c'est lui qui permet de favoriser la relocalisation des ménages. Sans ce dispositif, très clairement, on serait fortement contraint. Peut-être avant de passer la parole à Alexandre Bouton sur cette, une petite question. Je m'interroge sur la capacité à recomposer le foncier sur le nouveau village, puisque sur le village actuel, voilà, les habitants sont pour certains propriétaires de leurs parcelles, de leur maison. Comment vous avez pensé les choses sur le village, le futur village ? Ce qui est intéressant dans le projet, dans cette co-construction, c'est qu'aujourd'hui, tous les habitants ont des parcelles différentes, des maisons différentes, des lieux différents. Et il y a eu une forme de consensus qui s'est fait progressivement sur le fait que
tous les ménages qui se relocaliseraient, eh bien, dans le nouveau village auront accès à la même parcelle. Alors, elle fait 800 mètres carrés, ce qui peut paraître beaucoup vu de métropole, mais c'est finalement assez peu sur Miquelon par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Et tout le monde aura la même parcelle de 20 mètres de large sur 40 de long, 800 mètres carrés pour tout le monde. Et ça, c'est un point clé validé par les habitants, c'est-à-dire qu'on ne revient pas là-dessus. Et donc, on a un plan de composition urbaine qui se fonde sur ce module. Et derrière, ben, les ménages choisissent, en tout cas postulent aux différentes phases pour venir se relocaliser. Et ce point-là est clé, c'est-à-dire que les règles du jeu sont très claires pour l'ensemble des habitants. Ils savent le type de parcelle qu'ils auront, c'est validé par eux. Et derrière, la commune a mis en place, on va dire, le processus classique d'acquisition du foncier, qui est maîtrisé. Donc ça facilite quand même grandement le sujet. Et puis aussi un bail pour favoriser l'accès au foncier. Donc il y a cette stratégie foncière, elle a été vraiment co-construite et elle permet aujourd'hui, en tout cas, elle est un point clé qui permet aux ménages de se projeter dans une reterritorialisation, et même des ménages qui regardaient ça d'un œil un peu distant, et bien aujourd'hui de voir les premiers chantiers, ça y est, on commence à avoir des appels du pied pour leur expliquer un peu plus comment ça se passe. Donc la stratégie foncière, elle est vraiment fondamentale dans ce projet. Merci beaucoup Laurent Pinon. Restez avec nous puisque Merci je vous ferai réagir tous ensemble à la fin de cette table ronde. On va tout de suite du coup passer au cas de Sète avec Alexandre Bouton, donc je rappelle fondateur d'Urbanact, qui va donc nous présenter le projet en cours dans le cadre donc, du PPA, recul du trait de côte de Sète. Alexandre, c'est à vous. Oui, merci de nous donner la parole. Donc, aujourd'hui, nous, on travaille à la fois à l'échelle d'Urbanact et sur la remanufacture, qui est une scope qui stocke du carbone à travers le réemploi de bois anciens. Donc ça, c'est important et j'y reviendrai. Le projet partenarial d'aménagement sur l'agglomération de Sète, c'est à peu près la moitié de l'étang de Thau qu'on voit là, avec l'étang d'Ingrill le long de la lagune sur Frontignan. On est dans les communes qui sont rentrées dans le décret liste, Sète, Ballaruc, Frontignan, Marseillan n'ayant pas voulu rentrer. On est vraiment sur un projet partenarial d'aménagement, je ne vais pas citer tous les acteurs, et avec une équipe très complémentaire, multidisciplinaire, avec une partie très technique à la fois sur l'écologie des sols, l'écologie de la biodiversité avec Biotope, la partie CETEC, Hydratec sur l'hydromorphologie des courants, CETEC, Orga sur la partie infrastructure, et puis ensuite toute une logique opérationnelle et foncière avec SEGAT, GAM et la CET. La méthodologie, elle est importante. Une des raisons qui fait qu'on a été retenu, nous, sur ce modèle, c'est qu'on a proposé dès le début, donc dans la méthode CEREMA BRGM, c'était d'abord le recul du trait de côte, le calcul scientifique du recul du trait de côte, ensuite l'analyse des vulnérabilités et des risques, et ensuite la recomposition. Et ce qui était demandé, c'était dans la méthodologie, c'était que une fois que le recul scientifique du trait de côte était fait, on intègre dans le PLU ce recul du trait de côte, avec, au choix de la collectivité, soit un recul médian, soit un recul sécuritaire. Nous, on a proposé dès le début de mener une grande démarche de concertation avec grand public. Donc vous verrez, si vous allez sur le site de l'agglomération, des vidéos que je vous conseille de regarder. Pourquoi ? Parce qu'on était persuadé, et ça s'est vérifié avec le temps, que les habitants d'aujourd'hui vivent déjà le recul du trait de côte. Donc en fait, quand un pêcheur vous dit, quand je retire un filet de la mer avec 400 mètres linéaires de méduses, je me rends bien compte que je n'avais pas ça il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Et que donc, clairement, là, il y a un problème. Alors quand vous avez ça en face d'élus qui vous disent « bah non, mais moi, ça fait 40 ans que je suis élu, en fait, rien n'a bougé, donc voilà pourquoi ça bougerait dans les 30 ans qui viennent ». On voit bien que cette confrontation entre le regard de celui qui vit les choses au quotidien et puis celui qui prend les décisions demande à être de plus en plus solidarisé, quoi. Le territoire de Sète, c'est 130 000 habitants. C'est un territoire multiple, c'est-à-dire on a à la fois des enrochements, ce que vous voyez dans la
dans la photo en bas à droite, où on a des logements qui ont été construits durant les 30 dernières années dans une dynamique très touristique, quoi, pour accueillir le tourisme de masse. Donc là, par exemple, sur cet enrochement, avec des parties qui sont en cours de fragmentation, de fissuration, on a 320 logements qui sont posés dessus, avec une sorte de barrière comme ça, une fortification en fait, qui coupe complètement le reste de la ville de son littoral. On voit le lido de Frontignan là, mais j'y reviendrai tout à l'heure, avec des vraies problématiques d'érosion. On a en fait un territoire qui est une zone humide en fait, à une échelle gigantesque. Les Tantos, c'est 16 km de long, 6 km de large. On a les gens qui se sont installés dans tous les endroits du territoire et vous allez retrouver des pavillons en limite de zone humide hyper importante avec des logiques aussi professionnelles liées au territoire, au terroir, avec l'huître du bassin de Thau, hein, qui est une huître magnifique, avec le muscat que tout le monde connaît, donc une manière de vivre de ce territoire en lien avec ces richesses qui est quand même quelque chose d'intégré. Ensuite, il y a toute cette logique d'écologie qui va aussi évoluer, c'est-à-dire les plages vont évoluer, la biodiversité va évoluer. Alors on sait bien qu'elle va s'adapter plus facilement que l'être humain, mais il y a des logiques morphologiques à étudier derrière ça qui sont en lien avec des conséquences en termes d'évolution de la biodiversité. Donc là, on voit le terrain sur lequel on est. Et ça, c'est juste pour vous projeter les évolutions du trait de côte. Donc, juste avant, on avait le trait de côte actuel. Ça, c'est le trait de côte 2050. Donc, on a 2 pas de temps qui nous sont demandés dans la démarche scientifique. Un pas de temps à 2050 et un pas de temps à 2123, donc à 30 ans et à 100 ans. En 2050, ce qu'on voit, c'est qu'on perd la plupart des plages des lidos. On perd 80 logements. On a une île qui s'appelle l'île de Vic. Je ne sais pas si j'ai accès à un pointeur ou pas. Non, j'ai pas accès à un pointeur. Soit je recule, soit j'avance. Donc en haut à droite, ce que vous voyez, la ville de Vic qui devient une île avec les marais salants qui deviennent inondés. En fait, si vous voulez, pour simplifier, en 2100, donc là maintenant ça c'est 2100 en scénario sécuritaire, c'est toutes les zones PPRI qui deviennent en fait le niveau de l'eau commun, quotidien. Voilà, en fait c'est ça. Donc auquel il faut rajouter les événements avec toutes les problématiques de tempête, d'érosion qui vont être de plus en plus importantes. Donc là, on perd 3600 logements, une voie ferrée. Hein, la SNCF parlait tout à l'heure de cette fameuse voie ferrée qui va passer dans le nord du territoire, qui était prévue sans desservir le territoire, hein, direct Montpellier-Béziers. Ben là, quand on voit que le territoire, enfin en tous les cas la voie SNCF qui le dessert est ennoyée en 2123, ça pose question. Un des éléments clés qui pose question aussi sur cette démarche, c'est qu'on voit bien qu'il nous manque un pas de temps intermédiaire. Comment on fait pour projeter le territoire entre le rien et le tout ? Ça ne marche pas. Donc là, on s'est relancé là, sur un avenant, on est en train de calculer les pas de temps à 2070, à 2090. Parce qu'on voit bien qu'en fonction de ce qui va se passer entre 2050 et 2123, tout change. Juste pour rappel, Sète, c'était une île qui s'est poldérisée avec l'arrivée du canal du Midi, qui était en fait ce canal royal, l'embouchure avec les docks, avec toute une gestion portuaire, avec le port industriel qui s'est installé, et toute une poldérisation du territoire, mais complètement folle, quoi, où on a gagné de la terre sur le territoire et où on en gagne encore aujourd'hui, avec en bas à droite de la ville de Sète, là vous voyez le port qui est en train d'évoluer encore. Vous voyez l'évolution des 30 dernières années. Des zones qui étaient complètement déjà ennoyées, sur lesquelles on a construit et sur lesquelles demain il va falloir déconstruire. Toute la logique de la déconstruction, c'est une logique déterminante. On voit qu'on a, durant les 20 dernières années, investi 72 millions d'euros pour essayer de protéger, donc avec des ouvrages d'épis, de barrières anti-houle, et en fait, ça, ce que nous disent les scientifiques, c'est qu'à partir de 2050-2060, c'est fini. Alors là, c'est la Banque des Territoires qui dit on peut continuer à investir, mais si j'investis sur des choses où je vous demande un emprunt sur 50 ans et que ma barrière, elle pète à 20 ans, c'est pas évident en termes d'investissement et de rendement à la fin, quoi. Donc là, c'est là où on change complètement la donne et on part dans une logique d'ennoiement assumé. L'ennoiement assumé, ça veut dire assumer qu'il y a des parties du territoire où l'eau va reprendre ses droits, donc on est dans cette logique de renaturation, et de voir pour ça la qualification des berges dans lesquelles on est, parce que entre les berges industrielles, les berges bétonnées, les berges naturelles, on n'est pas du tout dans la même logique. Donc on est en train de travailler sur un atlas des sols anthropisés et de la manière avec laquelle le recul du trait de côte va remettre en question ces berges à moyen et long terme pour pouvoir voir ce qu'on peut faire derrière.
Juste, je sais que j'ai pas beaucoup de temps, donc je pourrais y passer des heures, mais ça, c'est le Lido de Frontignan. On fait des zooms parce qu'on se rend compte qu'on est dans des rapports tellement différents selon les endroits. Donc là, en 1930, le Lido de Frontignan, c'était juste une bande de terre, comme ça, avec un chemin. En 1950, les premières cabanes commencent à s'installer parce que c'est quand même super sympa d'être là. Vous avez une lumière mais magnifique. Voilà. Et en 2000, 2000 habitations qui sont aujourd'hui avec certaines maisons qui se vendent à plus d'1 million d'euros pour certaines. Toute la logique maintenant, c'est de voir le trait de code de 2023, le trait de code de 2050, le trait de code de 2123. Ça fait mal. Hein. Quand on montre ça aux habitants, non d'ailleurs on ne montre pas ça aux habitants parce qu'avec l'arrivée des élections, c'est quand même, c'est pas très, comment dire. Donc tout l'enjeu, c'est justement comment on ramène cet enjeu-là à une échelle opérationnelle des 10 ans qui viennent, des 20 ans qui viennent. Et la logique, c'est justement le pas de temps intermédiaire. C'est de se dire, en fonction de la topographie des sols, de l'évolution des événements et de la manière avec laquelle on fait évoluer tout ça, comment on a des gradients de pas de temps qui nous ramènent l'échelle opérationnelle à une échelle de 50, 100, 200, 300 logements, mais pas plus, sur 10 ans. Là, on se dit, là, les aménageurs que vous êtes vous disent, ah ben ça, on sait faire. Bah oui. Bon, alors le seul problème, c'est le bilan à l'envers, quoi, parce que là, on invente un design inversé, quoi. C'est-à-dire, on devient les architectes de la déconstruction soigneuse. Vous savez, on arrête la démolition, on déconstruit soigneusement. Et donc là, c'est une logique qui n'est pas évidente. Donc, il faut travailler avec les campings, et il faut travailler en plus avec l'État qui vous dit, ben moi, on n'est pas en catastrophe naturelle. Hein. Donc là, les assurances, là, on sait où on va. Donc voilà, il faut trouver le bilan qui va avec, quoi. Donc le bilan qui va avec, le bilan à l'envers, c'est quoi? C'est des fonctions transitoires sur des bilans de 50 ans où on se dit, OK, le camping sur l'eau, on refusait jusqu'à maintenant. L'État ne voulait pas. Mais là, peut-être que si c'est sur une phase transitoire de 50 ans où j'ai un rendement économique qui permet de financer le nettoyage du terrain à terme, je veux bien essayer. C'est ce sur quoi on est en train de se lancer actuellement, sachant qu'on a ces différents pas de temps qui font remonter le système, qui donnent un élément de décomposition, recomposition du territoire sur l'évolution de ce système-là. Donc voilà, la stratégie dans laquelle on est maintenant, c'est d'arriver à faire ça sur différents sites. La Corniche, le Mèze avec les Maostricoles qui sont aujourd'hui en limite de l'eau avec des vraies problématiques sur la question aussi du réchauffement et de venir ensuite sur une stratégie foncière à l'échelle globale sur le territoire. Donc juste en conclusion, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a la manière de réparer, adapter et surtout un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est l'atténuation. Parce que si on fait l'adaptation pour 2050, 2100, sans avoir le bilan carbone qui va avec, on peut avoir une adaptation qui sera très très chère en carbone à terme. Or, l'atténuation qui permet d'éviter qu'on arrive à 4 degrés en 2100, il est fondamental. C'est ce que je demande, moi, à la Banque des Territoires, c'est d'avoir une stratégie foncière carbone. C'est-à-dire comment on réintègre dans le bilan d'aménagement à l'échelle de cette échelle de temps des 2100, un bilan carbone qui stocke du carbone, qui ne soit pas neutre en carbone, mais qui en stocke des banques de sol, qui permet de travailler sur une désartificialisation des sols. 2050, on a déjà le climat aujourd'hui de 2050. Aujourd'hui, on agit pour le climat de 2100. Donc il faut vraiment s'y coller maintenant. Voilà, merci. Merci beaucoup Alexandre Bouton. Des réactions peut-être dans la salle? Moi, j'en ai une. Si jamais. Vous avez dit que les cartes de retrait de côte à horizon de 100 ans, vous ne les montrez pas aux habitants. On a vu dans le projet de Miquelon que la communication et la participation citoyenne, ça avait été moteur. Est-ce que vous ne pensez pas que d'engager les discussions avec les habitants, ça permettrait d'engager aussi des... Oui. En fait, je me suis mal exprimé. C'est-à-dire on les a montrés aux habitants, mais ils ont très mal réagi. En fait, ils se sont demandé... Si vous voulez, il y a un moment, là, on est à un moment où, voilà, à l'échelle... Quand on est dans le scénario sécuritaire, c'est sans les émissions carbone de Trump. Hein. Donc, drill, vous voyez. Et donc, du coup, quand vous montrez ça aux habitants, c'est un horizon inatteignable. En fait, on leur montre, mais en fait, ça crée une sidération. Ça crée quelque chose où on se dit, ouais, laissez-moi nager encore pendant 10 ou 15 ans. Après, vous ferez ce que vous voudrez, je m'en fous. Vous voyez ce que je veux dire ?
Quand on revient à un pas de temps de 2050, 2070, là, les gens se disent « Non mais attendez, moi j'ai investi depuis 30 ans dans mon arboriculture sur le berge de l'étang de Thau et vous êtes en train de me dire que la mer sera là en 2100. Mais moi je veux savoir, c'est quand entre 2050 et 2100 ? Parce que là, tout ce que j'ai planté, ça veut dire qu'avec la remontée de sel, c'est foutu, quoi. Et moi, en tant que paysagiste, en tant qu'arboricultrice, je cultive des néfliers, des amandiers, des figuiers. C'est pas du tout la même logique, vous voyez. Et c'est pour ça que ce pas de temps intermédiaire, il est fondamental. Et le problème, c'est que si je donne aux élus que le pas de temps à 2100, en fait, je les aide pas du tout. En fait, là, c'est les climato-sceptiques qui prennent la main, quoi, en fait, très clairement. C'est ce qui se passe, en fait. Donc c'est là où il faut réussir à ramener l'opérationnalité à une échelle de projection humaine, quoi. Merci. D'autres questions dans la salle ? Peut-être une remarque sur la relocalisation des logements qui sont menacés du coup par la montée des eaux. Comment vous envisagez ça, puisque effectivement toute la zone littorale qui est exposée va être renaturée. Et du coup, quelles solutions, quelles alternatives vous proposez aux habitants, peut-être avec un distinguo entre les résidences principales, les résidences secondaires, sur quelles opportunités foncières, il reste pour pouvoir relocaliser l'habitat sur place. Alors la chance qu'on a sur le territoire de Sète, c'est qu'on a des terres industrielles historiques qui sont aujourd'hui en attente. On a un territoire, et on le disait tout à l'heure, qui a su, en fait, avec le PF Occitanie, créer des vraies réserves foncières. Donc on a quand même un vrai potentiel. Un potentiel qui est à la fois dans la logique de reconstruction, mais aussi de retrouver des grandes continuités écologiques, faunistiques et floristiques. Ça, c'est un point important. Là, on est en train de projeter ça. Le problème, après, c'est le programme. C'est-à-dire, quel sera le besoin en logement en 2050 ou en 2100 ? Ça, c'est une projection en termes programmatiques qui n'est pas évidente à faire aujourd'hui. On voit bien qu'il y a une baisse de la démographie. On voit bien que les élus nous disent « Moi, je n'ai pas envie de reconstituer une résidence secondaire pour une résidence secondaire, c'est-à-dire le tourisme de masse sur mon territoire, qui a donné une image de mon territoire quand même pas évidente. Je n'ai pas envie qu'elle se reproduise. Puis au final, la résidence secondaire, est-ce que c'est mon rôle en tant qu'institution publique de gérer ce marché-là ? C'est pas sûr. Qu'il y a des endroits qui permettent de resituer ça d'une autre manière, peut-être. Après, la vraie question, c'est le logement familial. On est aujourd'hui sur un territoire qui a une attractivité tellement forte. On est sur un territoire qui fonctionne beaucoup sur le Airbnb parce qu'il y a très peu d'hôtellerie et il y a beaucoup de logements qui se louent pendant l'été en Airbnb, mais qui captent toute une partie du parc. Un enjeu fort des élus, c'est de retrouver du foncier pour les familles. Ça, c'est clair. Alors après, ça veut dire que sur les 2600 logements dont on parle, ça veut peut-être dire qu'il y a un pourcentage qui est plutôt de la résidence secondaire. Il y a un pourcentage de gens qui disent qu'il fera trop chaud, ils veulent quitter le territoire. Donc il y a une question d'adaptation des bâtiments existants qui est fondamentale. Et puis, il y a une vraie réponse aux besoins. Ça veut dire que sur les 2600, peut-être il y a entre 40 et 60% véritable en nombre de logements à recomposer en place. Et on se rend compte qu'à l'échelle des pas de temps, quand on ramène ça à 10 ans, ça fait 300 logements tous les 10 ans. Bon, voilà, on peut y arriver. Après, c'est clair qu'il y a une solidarité entre les communes qui doit se reconstruire. Il y a des communes comme Sète qui n'ont plus de foncier disponible et qui sont plutôt dans l'idée, moi j'assume la déconstruction et je la mets au profit de la revalorisation des patrimoines existants. Et puis d'autres communes comme Frontignan qui héritent de fonciers industriels énormes, où eux ils se disent plutôt, là je suis en train de dépolluer la friche Exxon, j'ai la friche Lafarge, j'ai la friche Total. Maintenant, il faut que l'État me donne une nouvelle règle du jeu pour aller voir ces gens-là et leur dire c'est pas une dépollution pour arriver vers le terrain industriel, en fait, parce que là, c'est mes bijoux de demain, et surtout qu'en plus, j'ai pas mal de terrains qui vont être en noyer et qui sont des terrains pollués. Alors, voilà, c'est toute une complexité là, opérationnelle qui est fondamentale. Très bien, merci beaucoup Alexandre Bouton. On reviendra s'il y a des questions un peu plus tard en fin de table ronde. On va tout de suite laisser la parole donc à Noémie Condomine, donc chargée de développement à l'EPF des Hauts-de-France, donc qui va revenir sur l'étude prospective que je mentionnais un petit peu plus tôt pour évaluer la pertinence d'une foncière littorale. Merci Inès. Bonjour à toutes et à tous.
On a plus l'habitude d'entendre parler les EPF et l'EPF Hauts-de-France dans cet événement, peut-être sur le côté opérationnel de la force, on va dire, avec l'acquisition, le portage et l'intervention en travaux sur des sites dégradés, des friches industrielles notamment. Moi, je suis là aujourd'hui donc pour vous parler d'une étude exploratoire, prospective, sur le thème de l'érosion marine en Hauts-de-France. Peut-être quelques éléments de contexte et éléments chiffrés à vous redonner ce matin. Donc le littoral des Hauts-de-France, ça a fait un peu plus de 210 km à peu près, avec un poids économique et de premier plan, avec une activité industrielle ou portuaire très importante, touristique également. Voilà, certaines communes, l'économie touristique de certaines communes peut représenter jusqu'à 40% des emplois. Et face à ce poids économique de premier plan, une fragilité de plus en plus manifeste du littoral. Voilà, avec un littoral qui est et qui sera à horizon 2100 vraiment concerné par la submersion marine et l'érosion marine. Le CEREMA avance le chiffre d'à peu près 100 000 logements dans la région qui pourraient être menacés par le risque de l'érosion. Donc ce sont des phénomènes qui ne sont pas nouveaux aujourd'hui. Dès le 19e siècle, Victor Hugo parlait déjà de l'érosion qui touchait le bourg d'Ault dans la Somme. Simplement, aujourd'hui, l'intensité de ces phénomènes, en Hauts-de-France comme ailleurs, amène des profonds questionnements sur le maintien ou le développement d'activités économiques ou de développement de programmes résidentiels sur ces fonciers qui sont menacés, avec donc des impacts fonciers de relocalisation très importants. Ces impacts fonciers, on a souhaité les étudier en 2024 avec une étude cofinancée par la Banque des Territoires et à l'aide d'un groupement pluridisciplinaire qui regroupait des urbanistes, des économistes de l'aménagement, des paysagistes et un appui juridique également que vous voyez ici. Et donc cette étude, elle part du constat, si vous voulez, que l'aménagement des territoires littoraux commence à intégrer, depuis la loi climat et résilience, de manière juridique et réglementaire, le risque érosion, avec tout un corpus juridique que vous connaissez sans doute par cœur, le droit de préemption adapté, les BRAEC, et voilà, que ces logiques de recomposition territoriale commencent à se faire jour. En revanche, la traduction bilancielle et économique de ces opérations d'aménagement ont été jusqu'à présent peu abordées, alors qu'elles sont évidemment fondamentales pour pouvoir poser les équations, d'autant plus que le risque d'érosion marine ne permet pas d'émarger aux différents dispositifs dont le fonds Barnier, parce qu'on n'est justement pas dans un risque de submersion. Et donc, l'objectif de cette étude était d'essayer de trouver un modèle économique soutenable, de préférence, pour venir acquérir des fonciers menacés par le risque de l'érosion marine, donc typiquement les fonciers qui sont en rose ici, pouvoir délocaliser ces activités ou ces logements sur un foncier situé plutôt en bande rétro-littorale, matérialisé par la pastille bleue ici, qu'on viendrait également acquérir en tant qu'EPF. Et sur ces deux types de fonciers, essayer de capter la valeur résiduelle à la fois du foncier menacé pour pouvoir l'utiliser via des usages transitoires jusqu'à ce qu'il soit trop menacé et donc ensuite renaturé et restitué à la mer, on va dire, et capter également la valeur de ce foncier de repli jusqu'à ce qu'il soit effectivement mobilisé pour son opération de repli. Et le tout en prenant compte de l'instabilité ou de l'intensité grandissante et l'incertitude liée au changement climatique. Alors, c'est une étude qui a été menée en 3 phases. La première, je dirais, une analyse urbaine assez classique de nos 3 sites pilotes, dans le Pas-de-Calais et dans la Somme, pour analyser les sites menacés à l'aune d'un corpus méthodologique et scientifique qu'on avait récupéré de nos partenaires, la DDTM, la région notamment. Donc on n'a pas produit de données vraiment à ce stade-là. Donc pour analyser les sites menacés,
identifier de potentiels sites de repli et puis envisager des usages à horizon 2100 et même avant sur ces deux types de sites. Deuxième étape, rentrer vraiment dans la boîte noire des bilans d'aménagement pour ces opérations, à la fois intervenir sur les sites menacés pour les acquérir, déconstruire, renaturer, et sur les sites de repli en envisageant à chaque fois donc un poste de recettes et de dépenses sur ces deux types de fonciers. Et troisième étage de la fusée, une massification de ces opérations au sein d'un véhicule hypothétique, type foncière, pour venir à la fois acquérir donc ces deux types de fonciers, les valoriser sur le long terme et en parallèle, imaginer acquérir ce qu'on appelait nous des actifs rémunérateurs pour venir créer une espèce de surmarge qui viendrait essayer d'équilibrer un petit peu ces opérations-là. On pourra revenir par la suite sur ces fonciers rémunérateurs. Et la Banque des Territoires nous avait donné une règle du jeu, entre guillemets, de pouvoir évaluer la rentabilité de cette foncière-là avec un TRI cible de 5%. Voilà l'équation qui nous était posée. Cette étude, elle a été innovante, je trouve, sur plusieurs aspects. D'une part, parce que cette étude n'avait pas pour objet d'intervenir in fine sur nos 3 sites pilotes qu'on étudiait. On savait très bien a priori, on n'allait pas venir acquérir tel ou tel camping ou hôtel. En revanche, l'idée, c'était de pouvoir réfléchir à un modèle économique avec des données de terrain sur nos 3 sites d'études diversifiés, donc un camping, un hôtel et un secteur résidentiel, où on est vraiment allé chercher le prix des nuitées, regarder la valeur des fonciers pour essayer de venir enrichir notre modèle économique. Cette étude, elle était également innovante parce que en fait, tous les scénarios ont été identifiés avec le graphique que vous voyez en bas à droite, avec plusieurs entrées. D'une part sur l'agressivité ou l'intensité du changement climatique et sur les usages projetés, soit donc de renaturation, de maintien d'usages touristique ou résidentiel, pour aussi refléter les différentes stratégies des élus locaux sur ces différents fonciers. Et c'est ce qui nous a permis, en fait, un peu plus tard, de nous concentrer sur un changement climatique aggravé pour être dans une situation de stress test, comme on dit dans l'environnement bancaire, pour regarder les bilans dans le contexte le plus dégradé, le plus défavorable, avec un changement assez aggravé du climat. Donc voilà typiquement ce que donne en fait à la fois la phase 1, on va dire, de l'étude avec, pour un site donné, notre camping, les différents usages qui pouvaient être projetés à différents horizons, 15 et 40 ans. 15 ans aussi pour se projeter en fait un peu entre les 2 échelons donnés par le ZAN, et 50 ans pour justement être dans une logique un peu plus sensible pour les élus qu'un horizon 2100 qui semble effectivement encore assez lointain. Et puis donc la traduction en fait, des bilans d'opérations selon en fait les différents axes, avec un changement climatique aggravé ou continu, et puis des bilans d'opérations affichés dont on va reparler juste après. Alors cet exercice économique et chiffré, il nous a permis de confirmer plusieurs intuitions qu'on avait déjà dès le départ. La première, c'est de se dire que le nerf de la guerre, un des nerfs de la guerre, reste le prix du foncier et le prix d'acquisition de ces fonciers menacés, qui obèrent aujourd'hui complètement les opérations d'aménagement. Jusqu'à 80% de l'opération sur l'un des sites menacés représente aujourd'hui le coût du foncier, parce qu'en fait, on est sur des fonciers vus sur mer, donc qui ont aujourd'hui un certain prix. Qui sont rares, avec un taux de rotation qui est bas, et puis des acteurs économiques en face qui cherchent à valoriser leur site tant qu'ils le peuvent, voire pour venir
financer leur propre opération de repli qu'ils ont déjà commencé à imaginer en achetant une bande rétro-littorale. Donc voilà, on a essayé d'imaginer une décote aujourd'hui à appliquer sur ces fonciers menacés, parce que voilà, la décote qui est aujourd'hui imaginée dans la loi climat et résilience n'était pas vraiment chiffrée. Donc voilà, on l'a fixé nous à 3,5%, et ça ne permettait pas de venir absorber en fait le coût de ces fonciers. Mais voilà, sans surprise, on a aussi constaté qu'en fait ces opérations aujourd'hui, elles ne sont pas rentables sur les fonciers menacés, à peine à l'équilibre sur les fonciers de repli, et que dans la troisième phase en fait, dans la constitution de cette foncière, évidemment voilà, faire tourner en fait plusieurs sites menacés, ça ne permet, on avait un TRI qui était, je crois, à peine d'1%, donc ça ne permettait pas en fait d'atteindre des critères de rentabilité qui auraient permis par exemple à la Banque des Territoires de venir nous appuyer dans cette foncière-là. En revanche, ce qui aide un petit peu, et en fait on est dans la continuité des échanges, c'est d'intervenir dans de l'anticipation. J'en ai mis un exemple ici chiffré sur un de nos sites du secteur résidentiel. Vous avez à gauche une intervention qui se pense sur 40 ans, où donc on se donne 40 ans pour venir acquérir à l'amiable des habitations, imaginer pendant ce temps des usages transitoires. En fait, on s'aperçoit que le bilan est légèrement moins déficitaire, on va dire comme ça, plutôt la même opération qui se mènerait sur 15 ans, où là, on va peut-être être un peu plus contraint au niveau des usages qu'on veut déployer et des recettes locatives qui vont venir alimenter ce modèle, d'où l'intérêt de pouvoir réfléchir au foncier de repli dans des opérations qui ont lieu dès aujourd'hui. C'est l'exemple que j'ai en tête, c'est notamment à Holt sur la ZAC du Moulinet, qui dans une opération de construction neuve aujourd'hui intègre d'ores et déjà un foncier de repli pour des habitants qui sont menacés par l'érosion. Et voilà, ça permet déjà d'alléger un petit peu les bilans. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est aussi qu'on se penche sur la question des usages transitoires. C'est assez tentant, mais en réalité, c'est compliqué à mettre en place à la fois sur les fonciers menacés, parce qu'en fait, mettre par exemple une installation photovoltaïque, en fait, les chiffres nous montrent qu'elle va être amortie à peu près à l'année 30. Or, on ne sait pas aujourd'hui, avec un changement climatique aggravé, si on va disposer de ces 30 ans-là pour pouvoir valoriser le foncier. Et d'autre part, on est souvent sur des fonciers qui sont contraints en termes de surface et qui ont du mal à atteindre le seuil critique de rentabilité. Mais surtout, moi, ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans cette étude, et ce que je n'avais pas forcément imaginé en y allant, c'est que finalement, c'était assez illusoire de penser un site de repli pour un site menacé. C'est-à-dire que les opérations au 1 pour 1, entre guillemets, elles sont assez peu faisables en réalité, et il valait mieux pouvoir imaginer du stock de repli qu'on pourrait venir mobiliser, j'ai envie de dire, indépendamment de ce qui se passe sur le foncier menacé. Par exemple, sur un secteur résidentiel, on peut se dire que sur les 100 et quelques maisons, on n'aura pas à construire en fait, entre guillemets, ces 100 maisons, parce que dans le lot, certaines personnes vont peut-être quitter le territoire ou se situeront peut-être à un autre moment de leur parcours résidentiel, avec peut-être des départs en maison de retraite, etc. Et donc il valait mieux essayer d'intégrer dans ce modèle de foncière un stock de foncier qu'on pouvait venir valoriser indépendamment des sites menacés. On a également en fait pu esquisser quelques conditions d'une foncière du littoral qui n'existe pas aujourd'hui, qui sont listées ici. Pour nous, ces conditions aujourd'hui ne sont pas remplies, c'est-à-dire que on va pas aujourd'hui en tout cas créer de foncières du littoral pour ces fonciers, parce qu'aujourd'hui on n'a pas réussi à déterminer en fait le périmètre adéquat pour constituer ce portefeuille.
et se constitue à l'échelle de plusieurs EPCI, de toute la région. Ça appelle des questions de solidarité territoriale, évidemment, qui sont indispensables à la réussite de ce projet. Et puis aussi, il faut se dire que, notamment dans les actifs rémunérateurs qu'on a pensé pour venir dégager un petit peu plus de rentabilité, en fait, ça revient à acheter du terrain AU, très concrètement, pour pouvoir développer des opérations dessus. Et ça revient en fait à quelque part à sanctuariser, à mettre sous cloche une bonne partie des droits à construire des collectivités pour venir financer les opérations sur ces fonciers menacés. Et ça c'est un discours qui est aujourd'hui compliqué à porter auprès des collectivités, surtout dans le contexte actuel. Voilà, et donc ce que je voulais vous dire pour les suites de cette étude, c'est que, on a fait cette étude un petit peu en one-shot, entre guillemets, comme je vous le disais, on savait qu'on n'irait pas acquérir les sites en question. En revanche, ça nous a permis d'avoir déjà des ordres de grandeur, on va dire, et puis une confirmation chiffrée par notre exercice. En revanche, on travaille aujourd'hui avec le CEREMA sur une étude orientée très données pour récupérer de la donnée et idéalement pouvoir éclairer les collectivités qui souhaiteraient se lancer dans des opérations sur les gisements, les gisements potentiels pour ces opérations de repli. Concernant l'EPF, donc nous on essaye de déployer des opérations un peu expérimentales aujourd'hui au titre de notre programme d'intervention 2025-2029, notamment à Tardingan. Et c'est là que je vois qu'il y a une énorme coquille dans le nom de la coquille de Tardingan. J'espère que le maire de la commune n'est pas là. Qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, donc en fait, on mène une convention expérimentale aujourd'hui pour venir acquérir les habitations que vous voyez sur la gauche, qui sont les pieds dans l'eau maintenant, on peut le dire. Et cette convention aujourd'hui, elle existe notamment parce qu'on a pu acquérir ces fonciers, je dirais, au prix du foncier naturel sur la surface réelle observée par la DDTM, qui est venue en fait faire relever, on va dire, le foncier constaté et le foncier qui appartenait au domaine public maritime, parce qu'en fait, tout simplement, aujourd'hui, les domaines n'ont pas su estimer ces fonciers, et surtout l'immobilier, faute de valeur de comparaison. En fait, on n'avait pas de valeur de comparaison pour des fonciers qui étaient aussi près de la mer. Et c'est ce qu'on a pu trouver comme on va dire, mode de fonctionnement pour des fonciers qui vont soit être cédés aux conservateurs du littoral ou à la commune. Aujourd'hui, ce n'est pas encore tout à fait acté. En contrepartie, très concrètement, on a permis aux habitants de pouvoir bénéficier d'un différé de jouissance d'un an ou deux pour pouvoir profiter encore un peu de leur habitation, on va dire, un été, et puis tout en étant déjà propriétaires du terrain pour mener nos interventions par la suite. Voilà ce que je voulais vous dire. C'était une étude très challengeante pour tout le monde. Je crois qu'elle a vraiment poussé le groupement et puis l'EPF, la Banque des Territoires, à réfléchir à d'autres modèles. Mais c'était effectivement assez complexe à mener, mais très intéressant. Merci beaucoup, Noémie Condomine. Donc vous aurez compris, on n'a pas de scoop à vous annoncer. Il n'y aura pas de création de foncière littorale, pas pour le moment. Mais peut-être que cette présentation a suscité des interrogations, des questions, des remarques de votre part. Oui. Je ne suis pas sûre d'arriver à formuler la question très bien, mais est-ce que vous avez regardé dans la question d'une recherche d'un ROI sur cette question du foncier, la question du coût de l'assurance qui en fait aujourd'hui est mutualisée, et voir comment ça pouvait, en repliant une partie des actifs et baissant ainsi le coût assurantiel, participer à long terme à cette question-là. Je sais qu'il y a des thèses qui travaillent sur ces sujets-là, et donc je me posais, est-ce que vous avez regardé ce point ? On l'a regardé comme une source de recettes potentielles dans nos opérations d'aménagement, et de mémoire, ce qui était démontré, c'est qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas vraiment compter sur les recettes assurantielles parce que justement, on était dans un risque érosion qui était
peu caractérisées, enfin qui étaient difficilement caractérisées, d'autant plus qu'on est sur des communes, enfin pour la majorité d'entre elles, qui ne font pas partie du décret qui a été promulgué et qui oblige les communes à adapter leurs pratiques d'urbanisme. Donc voilà, la question assurantielle, elle a vite été creusée, mais on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, c'était pas vraiment un levier. On ne pouvait pas vraiment compter sur ce levier pour assurer une rentabilité ou une recette financière dans ces opérations. J'ai une question. Oui, vas-y. Oui, il y a un point que vous soulevez qui est très important, c'est la valeur du bien d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit bien que si on achète aujourd'hui, il n'y a aucun bilan qui peut résister. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que c'est l'évolution du risque qui fait évoluer la valeur du bien. On voit bien que le moment où la maison elle va se retrouver dans la mer, le moment où elle va tomber dans la mer, le propriétaire n'aura plus qu'à payer la déconstruction, l'enlèvement, le nettoyage de la plage, ça va lui coûter assez cher. Et donc du coup, on voit bien que plus on attend et plus la valeur va diminuer. Mais qu'en même temps, plus on attend, plus on met en porte-à-faux l'élu vis-à-vis de sa population. Donc il y a quelque chose d'assez complexe. Est-ce que vous avez évalué ça, cette dynamique de dévalorisation d'un bien? Par exemple, moi je vois sur le territoire, on n'a pas encore mis le recul du trait de côte dans le PLU. On sait, l'État nous dit, il faudra le faire avant 2027. Les élus disent, on va attendre des élections. Et puis, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va se passer à ce moment-là, parce qu'à partir du moment où le recul du trait de côte sera dans le PLU, les assureurs vont dire, moi j'assure plus. Et donc là, il va y avoir une dynamique de dévalorisation qui va s'engager. Et en fait, j'ai le sentiment que c'est cette dynamique-là qu'il faudrait réussir à modéliser économiquement. Est-ce que vous pensez que c'est possible, ça ? C'est une très bonne question. Nous, en tout cas, on le voit à la fois dans cette étude et dans la convention à Tardingan, qu'on était sur des actifs qui valent encore aujourd'hui très cher. Et donc, ça a été... par exemple, sur Tardingan, ça a été vraiment le jeu d'une négociation aussi avec les propriétaires. Alors, on était dans un contexte de résidence secondaire, par exemple. Donc, ça a été vraiment un jeu de négociation de dire, mais écoutez, là, dans 10 ans, votre maison, elle vaudra X. Aujourd'hui, on vous en propose un peu plus. Donc, il n'y avait pas vraiment de doctrine établie. Et puis, c'est toute la question aujourd'hui autour de justement la doctrine des domaines sur cette fameuse décote dont, je crois que c'est les travaux de l'IGEDD qui montraient qu'en fait aujourd'hui, si on reste sur des systèmes par comparaison, on va forcément venir regarder ce qui se passe ailleurs. Donc, en fait, avec des valeurs très haussières, et on ne va pas avoir de la baisse, ce qu'il nous faudrait pour espérer diminuer un peu les déficits. Donc on ne l'a pas vraiment modélisé, je dirais que ça fait plus partie aujourd'hui des négociations. Et encore une fois, pour le cas de notre hôtel notamment, on est sur un actif qui vaut aujourd'hui très cher, parce qu'en plus on était sur un hôtel de standing, avec un acteur économique qui cherche à rentabiliser son opération au maximum. Et bon, il est aussi dans sa logique individuelle. Donc je trouve que se pose aussi la question du bien fondé de l'utilisation de fonds publics pour effectivement des opérations de déconstruction où on peut se dire au pire, la maison elle va à la mer, et puis pourquoi ce serait à la puissance publique de venir financer cette opération-là. Donc ça pose vraiment des questions peut-être un peu même philosophiques, j'ai envie de dire, sur le sujet. Alors, Noémie Condomine, vous avez évoqué un levier, en tout cas une mesure qui avait été introduite donc, par la loi climat et résilience, donc la décote, qui visiblement n'a pas produit les effets escomptés sur les... En tout cas, on les attend. Les 3 études de cas que vous avez donc étudiées. Qu'en est-il du droit de préemption un peu spécifique qui avait été introduit par cette loi? Et de la même manière, en termes d'alternatives, est-ce que vous avez envisagé d'autres formes de foncières, peut-être à plus large échelle, pas juste sur le littoral, mais en englobant d'autres territoires pour justement créer une vraie péréquation entre des fonciers menacés et des fonciers plus attractifs qui fonctionnent mieux, ou en mélangeant plusieurs types d'actifs. Effectivement, on sait qu'il y a des foncières économiques qui se mettent en place, il y a des foncières patrimoniales, mais est-ce qu'on pouvait aussi envisager une foncière un peu plus fourre-tout peut-être sur ce cas en particulier? Alors, sur la question du droit de préemption, donc c'est un droit qui a été effectivement permis par la loi climat et résilience et qui est, donné aux communes qui se sont engagées en fait dans des mesures d'adaptation de leurs pratiques d'urbanisme. Comme je le disais, nous sur les cas de l'étude, on avait 2 communes sur 3 qui n'étaient pas listées dans ce décret-là. Donc ça nous enlevait quelque part un peu cet outil-là. Donc on l'a listé comme un levier d'action
potentiels, mais qui aujourd'hui pour nous n'étaient pas applicables si demain on devait conventionner. Et de la même façon, la commune de Tardingan, elle est identifiée au décret, donc quelque part elle s'est engagée dans cette démarche d'adaptation de ses pratiques d'urbanisme, mais en fait l'intensité et la gravité du changement climatique faisait que si on intervenait, c'était dans l'année en fait, sinon à la rigueur ça ne valait même plus la peine de venir porter cette opération-là. Donc comme la commune n'avait pas mis en place, était en train de le faire en tout cas, n'avait pas eu le temps de parachever le changement de ces documents d'urbanisme par exemple, on a dû évoluer un peu sans ce filet de sécurité-là. Donc il existe, mais nous on n'a pas pu aujourd'hui le mobiliser, et donc c'est pour ça qu'on est vraiment dans des démarches très exploratoires. Et sur la question de la foncière... foncière mixte ou foncière régionale en fait c'est pour ça qu'on s'est aussi associé avec la Banque des Territoires sur cette étude, pour avoir ce regard d'économie de l'aménagement et ce regard investisseur. L'idée, c'était plutôt de rester sur ce segment-là, en fait, du littoral. Voilà, pour la Banque des Territoires, justement, construire une foncière fourre-tout, c'est un petit peu justement compliqué parce qu'on n'est pas sur le même type d'actifs, le même type de rentabilité. Derrière, c'est compliqué en fait justement de se donner un taux de rentabilité. Et donc, moi j'ai compris qu'il fallait mieux quand même rester sur un type d'actifs, le commerce ou le littoral. Après, il peut se poser la question d'une foncière du littoral où on viendrait peut-être, où la puissance publique viendrait peut-être acheter en actif rémunérateur peut-être un hôtel, alors pas les pieds dans l'eau pour pas qu'il soit trop menacé trop vite, mais qui tourne aujourd'hui par exemple, et avoir ce type d'actif touristique, on va dire, ça c'est un montage qui pourrait s'imaginer, mais une foncière fourre-tout, j'ai un petit peu du mal à y croire aujourd'hui. Et sur la foncière régionale, en élargissant un peu le périmètre avec l'Interland, finalement? Encore une fois, tout est possible avec un portage politique fort et des conditions, nous qu'on estime aujourd'hui pas réunies. Et encore une fois, cette question de solidarité territoriale, elle sera vraiment mise à l'épreuve, je pense, dans cette foncière-là. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si l'échelon régional est le bon. Peut-être que on va commencer avec plusieurs EPCI qui vont se regrouper. Enfin là, je pense que vraiment le champ est ouvert aujourd'hui, mais j'ai pas de scoop à vous faire effectivement sur la création d'une foncière aujourd'hui. Merci beaucoup. Avant de vous libérer pour aller déjeuner, je voulais peut-être faire réagir l'ensemble des intervenants qu'on a entendus ce matin sur deux points. Laurent Pinon, en introduction donc, de cette table ronde, parlait beaucoup de réplicabilité. Moi, je voulais connaître un peu vos réactions, parce que on est sur une étude de cas un peu pilote, sans aménageur, sans EPF. Quels enseignements on peut en tirer et quel regard vous pouvez porter, Noémie Condomine en tant que EPF, Alexandre Bouton, vous travaillez avec l'EPF d'Occitanie dans le cadre du PPA. Peut-être vous faire réagir sur ce premier point. Et puis comme le temps nous est compté, une dernière remarque aussi par rapport au municipal. Dans quelle mesure, ça a été un peu esquissé ici et là, mais dans quelle mesure en fait toutes ces stratégies de relocalisation sont mises à l'épreuve à l'approche des prochaines élections municipales. J'y vais. Franchement, l'opération de Miquelon est vraiment tout à fait exemplaire, je pense, en la matière, avec de l'anticipation et un portage politique et citoyen fort. Enfin, pour moi, c'est les ingrédients d'une opération qui peut marcher, et on le voit aujourd'hui puisque tout ça sort de terre. Et pour l'échelon des municipales, nous c'est un vrai, évidemment on s'y est pas heurté, mais en tout cas c'était quelque chose à prendre en compte. Pour la petite histoire, on a un des territoires qu'on a étudié qui n'a pas voulu nous rencontrer parce que il s'agit de données très sensibles, a fortiori à 1 an des municipales, en tout cas quand on menait cette étude-là. Et donc on s'est basé sur des données publiques qui existent, qu'on a pu récolter. Mais évidemment, moi je comprends tout à fait aussi l'inquiétude du maire sur le fait
de ne pas vouloir affoler ses administrés à 1 an ou 6 mois des municipales sur des chiffres qui pourraient sortir aussi de cette étude, quoi. Laurent Pinon, Alexandre Bouton. Vas-y, Laurent. Merci Alexandre. C'est sûr que là, pour le projet de Miquelon, les municipales vont avoir valeur un peu de référendum, mais aujourd'hui, l'engagement des partenaires est tel que puis le soutien citoyen, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de manifestation d'opposition. S'il y en a une, elle est politique, mais elle n'est pas au projet. Donc, on croise les doigts pour se dire qu'aujourd'hui, ça y est, le mouvement est enclenché, il va se dérouler, avec peut-être à noter, c'est que le projet de Miquelon ne force personne à se déplacer. Donc en réalité, on parle autant du village actuel que du nouveau village, ce qui fait que d'une certaine manière, tout le monde fait partie du projet, qu'une personne n'ait pas envie de bouger ou qu'elle ait envie de bouger, elle est partie prenante. Donc on croise les doigts pour que les élections ne viennent pas perturber tout ça. Nous concernant, en fait, au début de la démarche, donc ça fait 2 ans qu'on mène cette démarche, dans les premières réunions de concertation, on nous regardait un peu en disant mais c'est une blague, en fait, non, c'est pas possible. Et puis même avec des réactions parfois un peu virulentes, hein, genre vous nous mentez, les scientifiques sont complètement à côté de la plaque, tout ça c'est de la manipulation. Et puis plus on avance, plus on stabilise les choses, plus scientifiquement on les pose sur le sol, et plus les gens, c'est moins les climato-sceptiques qui l'emportent dans les réunions, c'est plus les gens qui se disent « Ok, donc là, il faut y aller. Il faut y aller avec méthode et on veut être acteur de ça. » C'est-à-dire à la fois, on sent qu'entre l'État, la région, le projet partenarial, c'est-à-dire ce partenariat, savoir à quel niveau il va se solidariser, ça va être un élément clé. Et on voit bien que, aussi bien dans le nord de la France que dans l'ouest, que dans le sud, ça va être un sujet. Donc il va certainement y avoir besoin d'acteurs. On parle de l'ANRU, des littoraux, peut-être, je ne sais pas, ou alors peut-être d'autres systèmes, en tous les cas, entre les EPCI locaux. C'est clair, la relation entre une foncière locale, un EPF qui porte, et puis une SPL qui va gérer ces transformations, ça va devenir déterminant. Après, ce que je sens, moi, par rapport à ces questions, c'est que le risque, il devient aujourd'hui tellement évident, les gens le vivent au quotidien. La chaleur... Voilà, aujourd'hui, là, ce qu'on m'a dit là, sur l'attractivité touristique du Sud, ils ont fait, là, pour la première année, moins 12% en juillet-août, plus 5-6% en mai-juin. Et en septembre, ils ont fait plus. Donc on voit bien que déjà, en fait, les modifications des modes de vie, de la manière de vivre ces territoires sont en train d'évoluer. Et donc c'est là-dessus où les élus se disent, on va en faire un élément pour construire l'avenir du territoire. C'est ce que je sens. Alors après, il y a des élus qui sont plus en retrait, qui nous disent non, mais là, on bosse en chambre, on sortira les éléments après les études. Mais on n'a pas eu ce qu'on craignait, c'est-à-dire stop, on arrête tout. On arrête l'étude, c'est pas possible, c'est trop risqué. Non, on continue à avancer. Et puis après, là, la campagne est en cours, quoi, c'est clair. Merci beaucoup à tous les trois et merci à vous d'avoir été présents jusqu'à la fin du coup de ce focus. Je vous donne rendez-vous du coup au rez-de-chaussée pour un déjeuner, un cocktail déjeunatoire, voilà. Et puis les échanges reprendront à partir de 14h30. Voilà, vous avez le programme à l'écran. Bon appétit.